Et nous allons passer au docteur Leduc, qui est oncologue radiothérapeute au Centre catalan d'oncologie, qui va nous parler d'actualité dans le mélanome 2023 et même début 2024. Bonjour. Voilà, donc comme le disait Steve, donc je suis le docteur Leduc, j'exerce au Centre catalan d'oncologie, en scénologie et en autre chose pour tout ce qui est oncodermatologie. Et je trouve que l'exposé que je vais vous faire, qui va effectivement parler du mélanome cutané, est plutôt en lien avec ce que vient de décrire le docteur Barret, puisque effectivement, l'essentiel des avancées considérables dans le mélanome, et le but aujourd'hui c'est de faire vraiment un exposé de ces avancées, est lié aux résultats de la recherche clinique, dont une bonne partie, dans ce cadre particulier, a été réalisée en France. Alors je crois que je dois appuyer là. Ouais. Donc on va juste retomber donc sur quelque chose qui est spécifique, puisque le mélanome reste une maladie rare. On va parler ensemble un petit peu de ce dont il s'agit, puis ensuite essayer de voir pourquoi finalement est-ce que c'est une maladie qui, presque, je dirais, dans l'inconscient collectif, est assez redoutée. Il y a des campagnes de dépistage, beaucoup d'inquiétudes sur une maladie qui est en réalité visible. Et puis enfin, nous discuterons de l'avènement des différentes thérapeutiques qui, au cours des 10 ou 15 dernières années, ont vraiment changé les perspectives, non seulement dans cette maladie, mais finalement, on va le voir, dans pas mal aussi de pathologies cancéreuses. Donc le mélanome, très simplement, c'est une maladie, bien sûr, un cancer de la peau. Ce n'est pas le plus fréquent, loin de là. Il y a deux autres types de mélanome, de carcinome beaucoup plus fréquents, moins graves. Maladie rare, qui est pour l'essentiel liée à l'exposition solaire. Alors, je vois mon collègue là qui s'inquiète. Pour vous comme pour moi, c'est trop tard. C'est lié à l'exposition solaire qui a lieu au cours de l'enfance et de l'adolescence, contrairement aux autres types de petits carcinomes cutanés moins sévères. J'ai mis une photo de Collioure parce que très clairement, comme vous l'imaginez, c'est quelque chose qui va nous concerner. C'est une maladie qui a mauvaise réputation. Mauvaise réputation parce qu'effectivement, en termes de traitement, on n'avait pas grand-chose jusqu'ici, jusqu'à il y a environ 10-15 ans. Pourtant, c'est une maladie qui, dans l'essentiel des cas, tant que le mélanome est localisé, c'est-à-dire positionné encore sur la peau, est parfaitement curable. On peut en guérir vraiment sans difficulté, en fonction d'un certain nombre de paramètres que nous allons voir ensemble. Par contre, jusqu'aux années 2010, la dissémination de ce mélanome était un phénomène qui était presque toujours fatal, et très rapidement fatal. Comme vous pouvez le voir donc, sur ce schéma que j'ai rapidement réalisé à partir de données américaines qui ont maintenant une quinzaine d'années, les mélanomes in situ, c'est-à-dire des mélanomes vraiment localisés sur la partie superficielle du derme et de l'épiderme, peuvent être extrêmement facilement guéris par une simple résection chirurgicale. Et petit à petit, plus on augmente l'épaisseur de ce mélanome, qui est un facteur pronostique très important, mais qui en fait reflète à la fois l'agressivité du mélanome, le temps depuis lequel il est là, puisque malheureusement parfois ce sont des maladies qu'on va avoir depuis plusieurs années sans y avoir nécessairement fait attention. Donc plus l'épaisseur va augmenter, plus le pronostic va se dégrader. Alors autour de 1 ou 2 mm, tout va bien, on peut encore enlever chirurgicalement les choses, on a de grandes chances d'en guérir. Et pour les mélanomes de grosse épaisseur, au-dessus de 2 mm, mais alors pire encore, tout ce qui est envahissement ganglionnaire, c'est-à-dire si le mélanome a appris, comme tout cancer, non seulement à proliférer localement, mais aussi à s'étendre par la voie lymphatique jusqu'aux ganglions qui drainent la partie du corps où il s'est installé, les choses se dégradent très vite. Et en 2009, sur ces données, les mélanomes métastatiques étaient fatals pour la moitié de la population entre 6 et 9 mois. Hop là. Alors, pour éviter tous ces dommages, dans la mesure où on n'avait pas grand-chose pour traiter les mélanomes avancés, bien entendu, les autorités de santé ont mis en place plusieurs choses. La première chose qui semble évidente, c'est tout simplement d'essayer d'éviter d'avoir un mélanome. Donc, pour ce faire, évidemment, pas dépistage, mais prévention de l'exposition solaire chez les enfants. Alors, je ne vais pas bien sûr vous rappeler toutes les évidences qu'on ressasse, jusque dans les médias généralistes. On ne se met pas au soleil dans la journée, les crèmes solaires d'indice fort, les lycras, etc. etc. Bon, c'est une première chose.
Mais quand on a, disons, 60-70 ans, quand on était jeune, on n'utilisait pas du tout les crèmes, que faire si on a été exposé? C'est là qu'arrive en fait ce qu'on appelle le dépistage et la prévention secondaire, qui consiste tout simplement, théoriquement, dans les recommandations françaises, à aller voir régulièrement son dermato pour se poser la question de si les petits névis et les petites grains de beauté qu'on voit évoluer ne seraient pas par hasard le signe du développement d'un mélanome. Et c'est là que se pose toute la difficulté aujourd'hui, je dirais, dans la médecine de 2024, c'est que, dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est valable pour aujourd'hui les 2/3 des départements français, on manque de dermatologues, très clairement. Aujourd'hui, je vois des patientes qui, pour la plupart, n'en ont pas. Les médecins traitants peuvent être formés ou pas, mais évidemment, ils ne peuvent pas être formés à l'intégralité des pathologies du corps humain. Ils ne peuvent pas remplacer un spécialiste, c'est quand même très difficile. Et il y a un autre phénomène, c'est que tout l'arc méditerranéen et les Pyrénées-Orientales compris, c'est une population qui est à risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, on accueille environ 6 000 nouvelles personnes, nouveaux habitants par an. Et plus de la moitié, on est autour de 4 000 4 000 nouveaux habitants qui sont des retraités, qui arrivent à un âge où malheureusement, ils ont aimé le soleil, ils viennent en profiter pour la retraite, et fatalement, ça augmente le nombre de patients potentiels. Donc c'est un vrai souci, je pense. Et évidemment, lorsqu'on n'a pas réussi, lorsqu'on est passé entre les mailles de ces deux moyens et que le mélanome est devenu avancé, eh bien à l'époque, on n'avait pas grand-chose. On était sur des pathologies qui étaient traitées essentiellement par des chimiothérapies de faible efficacité. Le mélanome restait aussi une maladie notoirement chimiorésistante, notoirement radiorésistante. C'était pas très facile. D'où des résultats en termes de survie des patients qui étaient vraiment très mauvais. Alors tout a changé au début des années 2010, 2011, 2012, avec cette espèce de pataquès là qui est en fait une molécule, un anticorps, parfaitement organisé, en réalité parfaitement précisé sur le plan géométrique, qu'on appelle le nivolumab. Ce sont des anticorps qui sont aussi appelés inhibiteurs de checkpoint et qui vont jouer en fait sur le système immunitaire. On savait depuis très longtemps, et c'était encore étudié par quelques chercheurs, mais assez isolés finalement, que le système immunitaire jouait un rôle majeur dans le contrôle d'un certain nombre de pathologies cancéreuses, et en particulier du mélanome. Comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement parce qu'on voyait disparaître des mélanomes spontanément. C'est-à-dire qu'il y avait des patients qui avaient des maladies, et suite à des circonstances qu'on avait assez mal identifiées, on avait une disparition complète, assez rapidement, de certains mélanomes. On avait aussi des mélanomes qui se réactivaient 20 ans après un traitement initial, ce qui témoigne du fait qu'ils étaient probablement en dormance, un peu endormis donc par le système immunitaire. Et du coup, on s'était mis à utiliser depuis une vingtaine d'années des molécules liées à l'activité du système immunitaire qu'on appelait des interférons. Ça ne marchait pas très bien, c'était très toxique. Par contre, l'avènement des anticorps modernes a tout changé. En 2011, l'ipilimumab, et surtout en 2015, l'apparition et les tests, dont essentiellement en France d'ailleurs, grâce à Caroline Robert et à Gustave Roussy, le nivolumab et le pembrolizumab, qui aujourd'hui sont encore le fer de lance du traitement du mélanome. Alors quel est le principe? En fait, de manière continue, vous et moi, on développe des cellules pseudo-tumorales. Ces cellules, elles sont détruites en permanence par notre système immunitaire. Le problème, c'est lorsque la cellule pseudo-tumorale ou la vraie cellule tumorale commence à exhiber face au système immunitaire qui l'inspecte un petit drapeau blanc ou un petit passeport en essayant de faire croire à notre système immunitaire qu'elle est en fait une cellule normale. De la même manière, il existe quelques interactions entre différents éléments du système immunitaire, donc le lymphocyte T qui est vraiment au centre de tout ça, et ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes, enfin bref, un certain nombre d'interactions qui vont en fait petit à petit inhiber le système immunitaire, le désactiver et le rendre inefficace, ce qui va permettre au cancer de se développer. Le but du développement de ces anticorps, vous le voyez, c'est d'empêcher tout simplement d'exhiber ces petits drapeaux blancs, de façon à ce que le système immunitaire reste intact, actif, et reprenne son rôle de destruction des cellules tumorales. Ça marche, dans le cadre de la prise en charge du mélanome cutané, de façon extraordinaire. En 2015, donc, développement du nivolumab, du pembrolizumab, tous les suffixes en mab, ça indique que ce sont des anticorps. Bon, les deux sont des frères et sœurs, il n'y a pas grande différence. Et 2018, l'association carrément entre deux immunothérapies, qui aujourd'hui encore est de très loin, je dirais, le fer de lance du traitement et la thérapie la plus efficace dans le traitement du mélanome cutané.
il y a plus de 70% de taux de réponse, à comparer aux 5% de taux de réponse des chimiothérapies. Donc, alors que 50% des patients étaient décédés entre 6 mois et 9 mois, on faisait une des pires maladies d'oncologie médicale, aujourd'hui, les patients qui, par exemple, ont reçu une double immunothérapie, la moitié d'entre eux sont encore vivants à 6 ans, et parmi eux, certains n'ont aucun traitement, aucune trace de la maladie, et on peut tout à fait considérer qu'ils sont guéris, ce qui était inconcevable. Guérir un patient métastatique, on ne voit pas souvent cela en cancérologie. Alors le problème, c'est que activer le système immunitaire, c'est très bien, le concept est génial. Par contre, en oncologie, on ne connaissait pas du tout les types d'effets indésirables liés à ce type de pathologie, et de traitement, pardon. Comme vous le voyez, alors, au hasard, rétinite, sclérite, glomérulonéphrite, péricardite, vascularite, toutes les pathologies avec des suffixes en it, dans le jargon médical, c'est de l'inflammation, pour faire simple. Le problème, c'est que quand on hyperexcite le système immunitaire, très bien, il attaque la tumeur, mais il peut aussi attaquer nos propres organes. Et c'est corrélé, c'est-à-dire que plus on va avoir d'effets indésirables, plus le traitement va être efficace. Mais du coup, il s'agit de pathologies immuno-induites, presque auto-immunes, qu'on a beaucoup eu de mal au départ à contrôler. Aujourd'hui, on maîtrise très bien, mais à l'époque, les doubles immunothérapies, dans l'essai thérapeutique initial, ça a placé près de 30% des patients en réanimation. Aujourd'hui, c'est très rare. Donc, ça, c'était vraiment une première innovation qui est phénoménale, hein. Il y en a une deuxième, parfaitement concomitante, et c'est vraiment un pur hasard, c'est le développement des thérapies ciblées. Je ne vais pas trop exposer de détails là-dessus, mais l'idée fondamentalement, c'est que comme tous les cancers, le mélanome est une maladie qui relève d'anomalies génomiques, hein. L'ADN de la cellule tumorale est anormal. Et très souvent, dans 50% des mélanomes, on retrouve une anomalie qui s'appelle la mutation BRAF, souvent V600E. Je vous évite les détails, c'est sur un gène très impliqué dans la prolifération des cellules. Et en fait, on sait aujourd'hui inhiber cette mutation, c'est-à-dire qu'on sait détruire une cellule tumorale en utilisant un traitement oral. Ce traitement oral a lui aussi des effets indésirables, à tel point qu'aujourd'hui, une des questions principales en oncologie dans le traitement du mélanome, c'est finalement qu'est-ce qu'on va choisir? Une immunothérapie, simple, double, une thérapie ciblée, orale. Chacune a des inconvénients et des avantages. Les thérapies orales sont d'activité extrêmement rapide. Parfois, j'ai des patients qui arrivent sur un brancard, 3 jours plus tard, ils marchent. C'est assez fascinant. C'est extraordinaire. Donc, on l'utilise dans des contextes d'urgence. Par contre, il y a un vrai souci, c'est que ça se prend à la maison, c'est confortable, mais les effets indésirables, on ne les a pas, du coup, nous, sous les yeux, hein, loin des yeux, loin du cœur, c'est compliqué. Et la réponse est souvent limitée dans le temps. Donc, aujourd'hui, on a tendance à privilégier, de manière générale, les immunothérapies, même si on se met parfois un peu en danger sur le plan des autorisations pour des raisons, on va dire, administratives. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est immunothérapie et, si possible, l'immunothérapie double. Quid du futur? Bon, c'est déjà merveilleux, mais on ne guérit pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est tellement efficace, la double immunothérapie, qu'il est très difficile de s'y comparer. Les industriels qui acceptent de payer plusieurs centaines de millions d'euros pour comparer leurs molécules à une double immunothérapie, vous n'en trouverez pas beaucoup. Par contre, du coup, on essaie de développer d'autres molécules qui vont viser finalement d'autres cibles moléculaires sur la membrane des cellules tumorales. Donc il y a les anti-LAG3, excusez-moi, il y a des petits points d'interrogation, mais au départ, c'est les flèches. Et d'autres traitements qu'on appelle le lenvatinib, par exemple. Et le futur, il réside probablement dans ce qu'on appelle les CAR T-cells, c'est un petit peu un serpent de mer en cancérologie. L'idée fondamentale, c'est que plutôt que d'aller injecter des anticorps pour aménager un petit peu les choses sur le plan du système immunitaire, pourquoi pas prélever les cellules du système immunitaire, les faire muter sur le plan génétique, les modifier génétiquement in vitro et les réinjecter aux patients. C'est très clairement le futur. Il y a un problème quand même, c'est que ça coûte entre 300 000 € et 1 million d'euros par patient. Du coup, c'est très complexe. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Fondamentalement, c'est l'archétype vraiment, je pense, cette révolution du mélanome, de l'aboutissement d'une excellente coopération entre du coup, les centres de traitement du cancer, des industriels et les autorités de santé. Ça a permis l'accès à beaucoup de patients à des molécules extrêmement efficaces et très rapidement. Ça marche excellemment. Ça a permis une révolution dans le cadre non seulement de cette pathologie,
mais aussi de très nombreuses autres pathologies. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de l'utiliser dans toutes les pathologies cancérologiques dans lesquelles on supposait qu'il y avait une influence du système immunitaire. Et elles sont très nombreuses, et on est même allé chercher ensuite, comme par exemple dans le cancer du sein actuellement, certains sous-types de cancer qui pourraient en bénéficier, avec un succès qui est parfois mitigé dans certaines applications, mais remarquable dans d'autres. De la même façon, on s'est dit, puisque ça marche pour les patients métastatiques, pourquoi pas ne pas tenter ça à des stades moins avancés de la maladie. L'idée, c'est que si j'ai un mélanome qui ne s'est pas encore répandu, qui est très volumineux, pour lequel on sait qu'après une résection chirurgicale, on a un risque de récidive qui est important, essayons une immunothérapie, essayons une thérapie ciblée pour essayer de diminuer ce risque de récidive et d'avoir à éviter à traiter un patient métastatique. Et ça marche. Ça marche même très très bien. Donc on en est aujourd'hui, même encore, on a une autorisation il y a moins de 6 mois sur des mélanomes de faible épaisseur. Ça pose quelques soucis quand même. Le premier, c'est que les immunothérapies, ça marche très bien, mais quand ça engendre un effet indésirable, on sait souvent le contrôler dans la phase aiguë, mais il peut être définitif. Les immunothérapies, c'est presque un tiers des patients chez qui on va avoir une thyroïde dysfonctionnelle à l'issue du traitement. Alors on sait le traiter, on sait donner un traitement substitutif, par l'évothyrox typiquement, mais c'est un traitement qui va être à vie. Donc il y a des effets indésirables qu'on va devoir gérer à vie. Il y a aussi un vrai problème de prix. Toutes ces immunothérapies coûtent plusieurs milliers d'euros à chaque injection. Donc c'est remarquable, ça marche très bien, mais le traitement est très long, ça coûte très très cher. Donc il y a une vraie question. C'est une extraordinaire réussite, mais ça a creusé un gros trou dans le budget de la sécurité sociale. Le pembrolizumab, l'une des 2 molécules phares, c'est la molécule la plus vendue au monde aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Il y a un autre problème qui est d'ordre de la logistique, parce qu'on nous donne des autorisations, c'est très bien, il y a beaucoup d'essais, c'est parfait, sauf que derrière, il faut que l'intendance suive, et l'intendance, c'est nous. C'est-à-dire, comment faire pour finalement accueillir tous ces nouveaux patients qui vont avoir des traitements très très longs. Les patients survivent, c'est très bien, les traitements restent longs, mais dans les hôpitaux de jour qui accueillent les patients pour réaliser au jour le jour un traitement par immunothérapie, on est passé de 40 patients par jour en 2020 à cette semaine, je crois qu'on a dépassé 80. Donc ça veut dire qu'à Saint-Pierre, aujourd'hui, on change de locaux de chimio, ça veut dire qu'à l'hôpital, ils vont construire un nouveau bâtiment pour exactement les mêmes raisons. Donc il y a des vraies questions d'organisation et de moyens derrière. Voilà, donc, je vous remercie. Tout ça, je ne veux pas finir sur une note négative, ça se passe quand même sur des choses qui sont désormais extraordinaires. Merci bien.